j'aime beaucoup une citation de cette pièce de Bertolt Brecht, La vie de Galilée, qui disait je prédis que de mon vivant on parlera d'astronomie sur les marchés. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on parle de biodiversité, on parle de climat, on parle d'énormément de choses sur les marchés parce que c'est devenu une urgence sociale. Et Galilée, en apportant et en défendant un modèle héliocentrique contre le modèle géocentrique prôné par l'Église, il nous a ouvert finalement cette vision au monde, il a changé radicalement notre vision du monde en replaçant finalement la Terre quelque part dans l'univers, tournant autour d'un autre astre au sein d'une galaxie parmi tant d'autres. Et l'espoir justement que fait naître la doctrine des droits de la nature, c'est cette nouvelle vision du monde, c'est ce nouveau paradigme juridique dans lequel du coup l'homme n'est pas au centre de tout. Il ne s'agit pas de l'homme et de son environnement, mais des droits de la nature et de nous-mêmes en tant que partie de la nature. Et ce sujet de droit, cette nouvelle doctrine de droit, du droit, elle apporte justement une réponse pour comment est-ce qu'on consacre finalement cette interdépendance entre nous humains et l'ensemble du non-humain, les plantes, les animaux évidemment, et l'ensemble en fait, des écosystèmes qui constituent notre communauté terrestre. Et de la même façon, je pense que Galilée a démontré que justement on était en face de connaissances scientifiques erronées qui bâtissaient notre système social, notre vision du monde. Aujourd'hui, on se trouve en face d'un système erroné qui est le nôtre, et les scientifiques nous le disent, on a atteint, avec cette obsession de la croissance infinie, les limites de notre planète, de notre chez nous, de ce lieu sur lequel nous vivons. Et ça crée forcément une rupture, en fait, un point où on en est tous à se demander notre société, le modèle de vie sur lequel nous avons bâti toutes nos connaissances, est-il erroné ou non? Et justement, si on est là à se poser ces questions aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'on est tous dans cette recherche d'un nouveau modèle qui serait lui plutôt basé justement sur les lois du vivant, les règles imposées par la nature. Et alors, si on se place justement dans cette position, d'où vient cette rupture? Ce qui est intéressant avec le lieu dans lequel on est aujourd'hui, avec AgroParisTech et toute cette question sur le lien à la terre, c'est que les droits de la nature, c'est une philosophie qui est née justement en réaction au mouvement des enclosures. En Grande-Bretagne notamment, le mouvement dans lequel on a commencé à mettre des barrières en fait, autour de la terre. Ce qui était avant un droit d'usage géré de façon collective, l'humain a commencé à délimiter des frontières sur les territoires et à privatiser la terre. Et de ce fait, en fait, ce qui était de l'ordre du commun est devenu un bien qui peut être accaparé. Et la situation de rupture dans laquelle on est aujourd'hui, c'est le constat face auquel, en fait, 1% des personnes les plus riches sur cette planète consomment 82% des richesses produites. Et on sent bien qu'en fait, on ne peut plus aller, on ne peut plus supporter ce système. Il n'est pas viable pour la plus majeure partie d'entre nous. Et cette propriété sur la terre, sur le vivant, c'est vraiment un aspect fondamental de la réflexion justement de notre rapport à la nature. Mon expérience personnelle en Amazonie, c'est que, par exemple, le droit de propriété privée sur la terre n'existe pas. Il y a énormément de peuples dans le monde qui vivent selon un modèle dans lequel la propriété privée est tout à fait inenvisageable. Pour des raisons sociales, c'est-à-dire que quand une terre sur laquelle s'est implanté un village doit être séparée, elle l'est entre différentes familles et pour des motifs alimentaires, et quand la personne ne l'utilise pas, elle est restituée à la communauté. De la même façon, on agrandit le village quand il faut avoir une nouvelle famille, quand il faut qu'une nouvelle famille s'implante. Et on peut du coup se poser la question si justement on ne doit pas trouver des nouveaux modèles aussi juridiques pour encadrer notre relation au vivant, notre relation à la terre. Et lorsqu'on observe la nature, qui est énormément source d'inspiration évidemment, on voit que l'évolution des espèces, elle s'est caractérisée par une adaptation à notre milieu.
à la nature qui nous entoure. C'est comme ça que les espèces s'adaptent et d'elles-mêmes, en fait, vont chercher le modèle le plus adapté. Et nous, malheureusement, ce qu'on peut observer dans notre société, c'est qu'au lieu de s'adapter à notre milieu, on s'en est coupé. Progressivement, on s'est éloigné de notre milieu, au lieu de s'y adapter le mieux possible, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, je pense, on a atteint ce point de rupture. Puisque cette surexploitation des ressources naturelles, finalement, elle peut être à la fois encouragée par le système politique, elle peut être autorisée par le système juridique, et elle peut être justifiée par le modèle économique qui est mis en place dans nos sociétés. Et pour autant, même s'il y a toute cette boucle de validation, on est forcé de constater que les limites planétaires sont atteintes et qu'on ne peut pas faire face à l'effondrement des ressources naturelles sur un espace délimité comme la planète Terre. Donc il faut se mettre en conformité tout simplement avec ces lois du vivant. Et il y a de nombreux exemples aujourd'hui sur Terre, dans différents États dans le monde, qui montrent qu'on a déjà franchi le pas. L'Équateur, il y a plus de 10 ans maintenant, a déjà reconnu des droits de la nature dans sa constitution. La Bolivie a une loi qui reconnaît les droits de la terre-mère. Et il y a eu de très récentes nouvelles jurisprudences qui établissent pour certains écosystèmes des droits. C'était le cas en Colombie, où la Cour suprême a reconnu que la forêt amazonienne était sujet de droit pour faire face justement à la prédation due aux activités humaines et notamment à la déforestation. Ça a été le cas également en Nouvelle-Zélande. Il y a plusieurs fleuves qui se sont vus reconnaître des droits et qui sont défendus par des gardiens, des peuples premiers maoris de Nouvelle-Zélande. Mais aussi dans d'autres États, comme vous allez peut-être trouver ça étonnant, mais aux États-Unis, dans l'Ohio, par référendum, ils ont voté très récemment, en février dernier, la reconnaissance des droits à un fleuve, tout simplement pour donner la possibilité aux populations locales de défendre cette entité face aux pollueurs.